Studio Balado. En espagnol, on dit « Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Si la vie te donne des citrons, tu dois apprendre à faire des citronnades ou de la limonade. » Mais voilà, c'est ça que je fais. Ça dépasse le simple cadre d'un travail ou d'un métier. Ça marque son être d'une manière définitive. BXL 1001 vies. Un podcast de Camille Loiseau et du Studio Balado. Des récits de ville en miroir. Une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont au moins une chose en commun. Un lieu, à Bruxelles. À vous de deviner lequel. Épisode 2. La vocation d'Éléonore et Grégory. Chapitre 1. Entre ciel et mer. Alexandra David Néel est l'une des plus grandes exploratrices du XXe siècle, si bien qu'on l'a surnommée la femme aux semelles de vent. Un jour, elle a écrit « Drôle et inconcevable idée qu'ont les gens de s'attacher à un endroit, comme les huîtres à leur banc, quand il y a tant à voir de par le vaste monde, et tant d'horizons à savourer. Mais parfois, un endroit nous attrape par la manche, et on a beau avoir passé des années à voyager, on sait que dorénavant, c'est là, notre port d'attache, notre rocher. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. » C'est une place où on mange très bien parce que c'est plein de restaurants de la mer, quoi. Une belle église, je ne vais pas dire le nom, mais c'est une église qui a été restaurée pas trop longtemps et c'était la plus belle église, je crois, de Bruxelles. Comment dire, elle est belle. C'est vrai qu'elle a été rénovée il n'y a pas très longtemps, il y a 13 ans maintenant, je crois. Elle est assez blanche, c'est la pierre de Coubertange. En tout cas, c'est une pierre bien claire. Quand on entend Éléonore commencer une phrase et Grégory la terminer, on a l'impression que ces deux-là se connaissent de longue date. En réalité, ils ont dû se croiser des centaines de fois sans jamais se parler. Sans le savoir, ils partagent les deux côtés du même rocher. On a deux niveaux de grands vitraux. C'était le but, typiquement, de cette architecture gothique, néo-gothique, d'avoir des ouvertures. C'est un excellent choix de mettre des portes vitrées juste derrière la grande porte en bois, ce qui fait que tous les jours, en fait, la grande porte est ouverte et du coup, de la place, on voit directement dans l'église. Si Éléonore lève les yeux de son étal, elle peut croiser le regard de Grégory, d'un bout à l'autre de cette place, comme un fil invisible qui les relie. Nous essayons d'une part qu'elle soit toujours ouverte. Et donc elle est toujours ouverte. Donc ça c'est un point vraiment important auquel nous tenons, qui n'est pas facile à tenir, mais qui est un immense service pour toutes les âmes qui passent et qui trouvent ce petit îlot de silence, de calme. Il y a des moments très exceptionnels où quand le soleil se couche, parce que vu que c'est le côté ouest, c'est là qu'on peut avoir le soleil qui va directement taper dessus. Et alors quand il est bas, ça donne une couleur orangée comme ça. Parfois c'est très, très beau. Entre 1892 et 1894, Claude Monet loge dans 2 appartements qui font face à la cathédrale de Rouen. Il y peint une trentaine de toiles qui représentent le bâtiment à plusieurs moments de la journée et de l'année. Il y consigne les variations de lumière sur les pierres et il nomme ses tableaux Temps gris, Soleil matinal ou Symphonie en gris et rose. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le regard que Grégory pose sur sa propre cathédrale de Rouen. Elle est située d'une manière assez extraordinaire entre 2 places, les quais, sur son côté latéral nord. Il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits, surtout gratuits, pour s'asseoir. Donc de fait, il y a beaucoup de gens qui viennent s'asseoir sur les marches, parfois pour 1 minute, parfois pour 1 heure. Il y a des personnes qui sont là, qui font l'aumône, on en voit à peu près tous les jours.
Parfois on prend les habitudes, on dit bonjour, on voit qu'il y en a un, une fois il est là, après il part, après il revient, après un autre. Les gens qui travaillent dans les commerces. Les gens, ils sont géniaux. Comme je viens d'un pays dehors de l'Europe, donc pour moi, c'était vraiment agréable de trouver des gens comme ça. Derrière l'accent d'Éléonore, il y a une histoire de migration. Il y a 25 ans, elle a quitté l'Équateur pour rejoindre la Belgique. La suite, elle ne l'avait pas anticipée. À un moment donné, je pensais retourner chez moi parce que les choses, tu sais, c'est pas toujours qu'ils vont bien. Mais dans ce moment donné, quand je trouvais cette famille, ces places, ces gens, je voulais les garder pour moi. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui s'est passé, mais carrément, je dis, ici, c'est mon lieu. Ça fera 10 ans déjà que je suis ici. C'est sûr que voilà, toute ma vie, le temps que j'ai passé ici restera au moins dans mon cœur, ça c'est certain. Chapitre 2, les personnages. Comme l'espace est assez grand, il y a un petit peu d'écho aussi. Donc il faut faire avec. Ça demande justement d'écouter. Vous, votre métier, c'est d'écouter ? C'est en grande partie d'écouter, c'est vrai. Vous voyez comme parfois on s'adapte aux gens en face de nous ? On se tient de la même façon. On adopte les mêmes intonations. Face à Grégory, je baisse ma voix d'un ton. Je me fais toute petite et je ralentis la cadence. Père Grégory, je suis prêtre depuis un peu plus de 9 ans. Originaire d'Alsace, en France. J'ai été ordonné ici à Bruxelles en 2015. Ça dépasse le simple cadre d'un travail ou d'un métier. Ça marque son être d'une manière définitive. Chacun qui me voit peut voir que je suis prêtre. Donc c'est un habit entier, tout d'une pièce, qui me couvre jusqu'au col, donc qui entoure un petit peu le col romain blanc, qui est visible du coup en dessous. Au col, j'ai un V, comme on voit juste devant ma gorge. Il y a des manches longues, et puis elle me descend jusqu'aux chevilles. Elle est noire, voilà. Je porte ma soutane pour que, tout simplement, il soit rappelé à tous, et en fait, à commencer par moi-même, que je suis prêtre. Je peux m'arrêter un petit peu, on peut parler. Messieurs, tant pis. Bon appétit. Moi, je ne me cache pas, et moi, je dis les choses que je pense. Éléonore est commerçante, de l'autre côté du rocher. Je viens de l'Équateur. J'ai arrivé un jour ici à Belgique, à la Belgique, pour le travail. Et finalement, j'ai connu mon mari, qui s'appelle Max. On a repris le magasin de mes beaux-parents. C'est un magasin de poissonnerie. Et au côté, on a un nouveau chose qu'on avait fait, c'est une bar à tapas, des choses frites, des huîtres, plein de choses, de bonnes choses qui viennent de la mer, plutôt de Méditerranée, de l'Espagne, de la France. Ça, c'est un chipiron. Un chipiron frit. Je crois que c'est le moment de vous raconter notre rencontre avec Éléonore. Depuis qu'on l'a repérée, toute pimpante à son comptoir, on savait qu'on avait envie de la faire parler dans le micro. Sauf que ça nous a pris plus d'1 mois pour la convaincre. Elle voulait qu'on parle à Max, son mari. Elle a inventé 1000 excuses, elle nous a renvoyé 100 fois vers lui, mais c'était elle qu'on voulait. Alors j'avoue, on a un peu insisté. Au fur et à mesure des verres de vin accoudés à son comptoir, on a appris à la connaître. On lui a raconté notre histoire. Et elle nous a raconté la sienne.
J'ai une mère très forte, une femme qui est sortie de la rien et qui a eu arrivé aussi à faire de grandes choses. Et mon père aussi. Lui, c'était un jeune garçon bien qui s'est marié avec une femme travailleuse comme ma mère. Tous ces enfants, ils nous ont fait réussir notre vie. Et je crois que la force il vient de là-bas. Mais après, c'est le fait d'être maman, le fait d'être mère et célibataire en plus. Ça, c'est dur. Toutes les femmes, maman célibataire, ils connaissent vraiment la force qu'on ne savait pas qu'on a eu dedans nous. Pendant qu'Éléonore remonte avec nous son arbre généalogique, d'autres oreilles sont suspendues à ces mots. Je demande à sa fille si elle a déjà entendu cette histoire. Elle me dit que oui. Cette histoire, elle la connaît bien. Mais au lieu de lever les yeux au ciel face à l'anecdote qu'on entend à chaque repas de famille, elle reste là, à côté de nous, à l'écouter encore une fois. Quand on mange, on parle parfois de passé et lui, il dit toujours à les filles, si vous savez réussir, c'est grâce à votre mère. Chapitre 3, l'ascension. Quand j'arrivais ici, mon patron, qui c'était après mon beau-père, il m'a dit, parce que moi je demandais du travail, il m'a dit oui, on a des plans de travail, donc voilà, et on avait 100 filles pour travailler. Donc je pensais que c'était pour vendre les poissons, pour être jolie un peu dans les magasins. Il m'a dit voilà, tu peux prendre ton balai, tu prends un seau, un balai, et tu commences à nettoyer toute la partie de l'extérieur. Et là je dis bon. Et ça, pour moi, c'était trop dur. Parce que moi, je venais d'une famille classe moyenne. Et alors, ce n'était pas mon truc, quoi. Je venais de travailler dans des écoles, dans des places bien faites en Équateur. À un moment donné, je me cachais carrément dans le coin et je commençais à pleurer comme jamais dans la vie j'avais pleuré. C'était un moment dur pour moi parce que... Attends. Quand tu ne penses pas faire des choses comme ça, tu dis « waouh ». Mais j'ai eu 2 enfants de mon mariage avant. Donc moi, je dis « je dois continuer ». Parce qu'il y a 2 enfants derrière moi qui attendent. Et c'est moi ça sa partie principale pour sortir de où on est, quoi. Alors je dis ok. Après je séchais mes larmes et je commençais. J'étais la seule fille qui travaillait avec 7 hommes. Et après c'était moi qui disais à mon patron, j'ai fini là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, tu peux nettoyer la cave, est-ce que c'était pas difficile pour toi? Non. Rien de difficile pour moi. Moi, je suis une femme très persistante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Et alors, je dis tout le temps, mais pourquoi tu ne me laisses pas faire autre chose? Parce que vraiment, j'ai besoin de faire autre chose. Je ne fais rien là-bas. Non, Léonore, tu restes là-bas. Et après, je dis, il y a plein de sols à décortiquer, mais pourquoi je ne peux pas le plaire? Mais je sais que... Non, tu ne sais pas le faire. Je dis, mais je sais le faire, monsieur. Mais quand tu l'as fait dans ton pays. Mais non, mais ici, j'ai appris à Manolo, je vois comment Manolo fait les choses et tout. Et monsieur m'a dit, non, tu ne vas pas toucher le sol parce que le sol, c'est un poisson très cher et délicat. Il y a une technique pour savoir le faire. Si tu l'as fait, si tu l'écrases, tu la payes. Je dis, OK. Et quand je l'ai fait, il m'a dit, et quand tu as appris à faire ça? Parce que je l'ai fait parfait. Ma sol était parfait. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à gagner petit à petit mon travail de vendeuse. Éléonore fait partie de ces gens qui rejouent tous les dialogues quand ils racontent une histoire. Parfois, ça me donne envie d'appuyer sur le bouton « Avance rapide ». Mais là, ça me donne juste l'impression d'y être dans cette poissonnerie, au milieu de cette anecdote qu'on a renommée entre nous « L'épisode des sols ». Bon là, je vous préviens, on va passer sur un autre tempo. C'était cette période du confinement. On vit quelque chose de dur, de difficile,
on est plus ou moins enfermé chez soi. Et donc on a voulu bénir la ville. Et donc on est monté sur le toit, on était un autre prêtre et puis un diacre qui était avec nous. On est passé par tous les petits escaliers pour aller sur le toit avec le Saint-Sacrement, avec Jésus. Et puis faire une longue prière juste sur le bord du toit. Donc il ne faut pas non plus faut pas s'approcher trop parce que voilà. C'était un petit peu folklorique parce que il y a des endroits où il faut passer sous des poutres, il faut monter des marches très raides. C'est assez haut, hein, je sais pas, il y a bien 30 mètres, je suis pas sûr honnêtement. Mais... D'ailleurs, il y a un parmi nous qui avait la trouille. Il a dit après, c'est la première et la dernière fois que je monte là-haut. Mais voilà, ça témoigne aussi de l'effort que ça a été. Voilà, on arrive sur le toit. C'était très beau. Avec la vue sur les quais, toutes les maisons du quartier autour de haut. Et on imagine toutes les personnes qui sont là. Et alors, c'est vrai que parfois, on a peut-être un aperçu sur un intérieur. De fait, oui, les gens chez eux, avec beaucoup de solitude. Et voilà, 140 marches. Je suis fascinée de voir à quel point le père Grégory switch du petit rire contenu aux grandes envolées lyriques. Bon, après, ce qu'il nous dit là, c'est qu'après tout, il est comme tout le monde. Lui aussi, il regarde à l'intérieur des maisons quand il voit la lumière allumée. Chapitre 4 Ad vitam aeternam. Je suis une femme libre. Je n'ai pas un mari qui va me tenir, qui va me faire faire des choses que voilà quoi. Parce qu'en Équateur, c'est vrai qu'on est marié, on travaille, mais c'est le mari qui a la baguette de la famille. Mon premier salaire comme professeur là-bas, c'était $23. Mais c'était en sucre, c'est dans notre monnaie. Mais en traduction, c'était $23. Et $23 ici, je faisais dans en demi-journée. Je dis waouh, j'étais contente. En espagnol, on dit si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Si la vie te donne des citrons, tu dois apprendre à faire des citronnades ou de la limonade. Mais voilà, c'est ça que je fais. Et puis, bon, on a appris qu'après, en fait, quelqu'un d'en bas de la place nous a vus et s'est demandé ce qui se passait et quoi. Alors, ça a ressorti son téléphone, a commencé à filmer. Mais ensuite, ça a été envoyé à un média. Et du coup, ils l'ont publié et fait une histoire dessus. Je me demande s'ils n'ont pas pensé qu'on avait mis un épouvantail ou quelque chose comme ça sur le toit. Je crois que c'était ça. Donc on a beaucoup rigolé quand on a vu ça. Mais la personne, elle dit en même temps après, ah oui, non, ça bouge. Vous l'aimez cette église ? Oui, hein, quand on vit au service d'un lieu, on s'y attache quand même, c'est inévitable, et c'est bon même, on s'y donne. Il y a une affection qui se crée, oui, bien sûr. Alors ça y est, vous l'avez reconnu ce lieu, ce fameux rocher du début ? D'un côté, il y a l'église de Grégory, de l'autre, la poissonnerie d'Éléonore, et au centre, la place Sainte-Catherine. Merci à Éléonore et au père Grégory pour leur confiance. BXL 1001 vies, un podcast de Camille Loiseau, produit par le studio Balado, avec le soutien de la ville de Bruxelles et en partenariat avec BX1. À la réalisation, Michel-Ange Vinti. Générique original et mixage, David Federman.
Direction de casting, Caroline Renaudière. Production, Michel-Ange Vinti et Julien Barbier, assisté de Shaima Haji. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, commenter, liker, laisser des étoiles, bref, à en parler autour de vous.